Jugé, volume 1, chapitre 6. Les dames de Longbourn ne tardèrent pas à visiter celle de Netherfield, visite qui fut rendue en bonne et due forme. Les manières engageantes de mademoiselle Bennet lui attiraient de plus en plus les bonnes grâces de madame Hurst et de mademoiselle Bingley. La mère fut jugée insupportable, les sœurs cadettes indignes qu'on leur adressât la parole, mais on émit le souhait de parfaire la connaissance des deux aînés. Tant d'amabilité fut accueillie par Jane avec le plus grand plaisir. Tandis qu'Elisabeth persistait à avoir de l'arrogance dans leur comportement vis-à-vis de tout le monde, sans même accepter entièrement sa sœur, et ne parvenait pas à leur accorder sa sympathie. Néanmoins, leur complaisance à l'égard de Jane, dès qu'elle se manifestait, prenait de la valeur du fait que très probablement elle avait son origine dans l'admiration de leur frère. Chaque fois que Jane et lui se rencontraient, cette admiration ne manquait pas de frapper. Aux yeux de la cadette, on ne pouvait davantage ignorer que sa sœur cédait au penchant qui l'avait dès l'abord portée vers le jeune homme et qu'elle était en passe de devenir très amoureuse. Cependant, Elisabeth se félicitait de penser que la plupart des gens ne risquaient guère de s'en apercevoir, car Jane, à la vigueur des sentiments, alliait un calme et un enjouement constant qui la mettrait à l'abri des soupçons des impertinents. Elle s'en ouvrit à son amie, mademoiselle Lucas. Il peut être satisfaisant, lui opposa Charlotte, d'être capable, en pareil cas, de donner le change, mais dissimuler ainsi ne comporte pas que des avantages. Si une femme avait la même adresse, parvint à cacher son affection à celui qui en fait l'objet, elle gâchera peut-être un moyen de se l'attacher, et ce sera pour elle une mince consolation de croire les gens qui l'entourent dans une égale ignorance. La gratitude ou la vanité jouent un rôle si important dans presque tous les liens du cœur qu'il n'est pas prudent de les laisser se former sans se mêler de rien. Nous pouvons tous commencer sans incitation. Une légère préférence est assez naturelle, mais fort peu d'entre nous ont une sensibilité assez vive pour aimer tout de bon, sans encouragement. 9 fois sur 10, une femme aura intérêt à montrer plus d'affection qu'elle n'en ressent. Ta sœur plaît à Bingley, ce n'est pas niable. Les choses, cependant, risquent d'en rester là si elles n'aident pas à leur progrès. Mais elle y aide autant que sa nature le lui permet. Si moi je peux percevoir la préférence qu'elle a pour lui, il faut qu'il soit un grand Bennet pour ne pas s'en apercevoir aussi. Rappelle-toi, Elisa, qu'il ne connaît pas aussi bien que toi le caractère de Jane. Mais quand une femme est attirée par un homme et n'essaie pas de le dissimuler, il le découvre nécessairement. Peut-être, s'il a suffisamment l'occasion de le voir, mais si Bingley et Jane se rencontrent assez souvent, ce n'est jamais pendant de longues heures, et comme ils se côtoient toujours dans des réunions où il y a beaucoup de monde, il leur est impossible de profiter pleinement du temps qui leur est imparti pour tenir des conversations. Il importe donc à Jane d'exploiter chaque demi-heure où Bingley peut lui apporter son attention. Quand elle sera sûre qu'il ne lui échappera pas, alors elle aura tout loisir de tomber amoureuse, et autant qu'il lui plaira. Ton plan est sans défaut, répliqua Elisabeth, s'il correspond au seul désir de faire un beau mariage, et si j'étais moi-même résolue à me procurer par tous les moyens un mari fortuné, ou simplement un mari, je crois que je l'adopterais. Mais ce n'est pas l'état d'esprit de Jane. Elle n'agit pas par calcul. Jusqu'à maintenant, elle n'est même pas certaine du degré de sa propre affection. Elle ne sait même pas si cette affection est raisonnable. Elle ne connaît Bingley que depuis 15 jours. Elle a dansé 4 danses avec lui à Meryton. Elle l'a vu un matin chez lui, puis elle a dîné en sa compagnie 4 fois. Ce n'est pas tout à fait suffisant pour savoir à qui elle a affaire. Non, de la manière dont tu vois les choses. Si elle avait seulement dîné avec lui, elle aurait pu borner ses découvertes à la connaissance de son appétit. Mais souviens-toi qu'ils ont aussi passé 4 soirées ensemble, et 4 soirées peuvent se révéler fort instructives. Oui, ces 4 soirées leur ont permis de s'assurer qu'ils préféraient tous deux le 21 au commerce, mais pour ce qui est d'autres sujets d'importance, je ne pense pas que les révélations aient été considérables. Eh bien, conclut Charlotte, de tout cœur je souhaite à Jane de réussir, et si elle devait l'épouser demain, je lui accorderais autant de chance d'être heureuse que si elle pouvait étudier sa nature une année de suite. Le bonheur dans le mariage est uniquement une question de chance.
quand bien même les personnes concernées connaîtraient parfaitement leur caractère réciproque, quand ces caractères avant la cérémonie se ressembleraient point par point, ce n'est pas cela qui favoriserait le moins du monde leur félicité future. L'un et l'autre ensuite se différencieront toujours suffisamment pour que leur échoue à leur lot de coups déconvenus. Il vaut mieux rester dans l'ignorance la plus grande partie possible des défauts de la personne qui doit partager votre vie. Tu me fais rire, Charlotte. Ton raisonnement ne tient pas debout et tu le sais. Tu n'appliquerais jamais ces principes-là toi-même. Tout occupée à observer les intentions de M. Bingley à l'égard de sa sœur, Elisabeth était loin de soupçonner qu'elle-même prenait de l'intérêt au regard de son amie. M. Darcy, d'abord, avait eu peine à admettre qu'elle fût seulement jolie. Au bal, il avait pu la voir sans l'admirer. Lors de leur rencontre suivante, il ne la considéra que pour la critiquer. Mais il n'eut pas plutôt établi clairement, tant pour son propre bénéfice que pour celui de ses amis, l'absence sur son visage de toute espèce d'attrait qu'il peut reconnaître, qu'il s'éclairait d'une intelligence peu commune, due à l'éclat de ses beaux yeux noirs. Cette découverte fut suivie d'autres tout aussi humiliantes. Alors que son regard critique avait décelé dans sa silhouette qu'elle contrevenait en plus d'un point aux exigences d'un galbe parfait, il dut admettre que sa personne ne manquait ni de légèreté ni de grâce. Il avait affirmé que ses manières n'auraient pas pu passer dans la bonne société et se trouvait pris à leur espièglerie. De cela elle ne se doutait nullement. Pour elle, il était seulement un homme qui se rendait partout désagréable et ne l'avait pas estimée assez belle pour l'inviter à danser. Il se mit à souhaiter de la mieux connaître, et dans sa recherche d'une conversation avec elle, commença par prêter l'oreille à ce qu'il disait aux autres. Elle ne fut pas sans le remarquer. Cela se passait chez Sir William Lucas, où les invités étaient nombreux. Que peut bien avoir en tête M. Darcy, confia-t-elle à Charlotte, en m'écoutant parler au colonel Forster. C'est une question à laquelle seul M. Darcy peut répondre. Si je le reprends, je lui ferai certainement savoir que je ne suis pas aveugle à son manège. Il a un regard très ironique, et si je ne suis pas la première à montrer de l'impertinence, j'aurai vite peur de lui. Peu après, elle s'approcha. Il ne semblait pas avoir l'intention d'entamer une conversation, mais mademoiselle Lucas, mettant au défi son amie d'exécuter sa menace, Elisabeth eut aussitôt envie de le faire. Elle se tourna vers lui et dit « Ne trouvez-vous pas, monsieur Darcy, qu'il y a un instant je m'exprimais remarquablement bien lorsque je tourmentais ce pauvre colonel Forster pour qu'il acceptât de nous donner un bal à Meryton? Vous faisiez preuve de beaucoup d'énergie, mais c'est un sujet qui toujours galvanise une femme. Vous êtes sévère à notre égard. Cela sera bientôt ton tour d'être tourmentée, dit mademoiselle Lucas. Je vais ouvrir le piano, Elisa, et tu te doutes de ce qui va suivre. Tu fais une bien curieuse amie à toujours vouloir que je joue et que je chante, avant et devant tout le monde. Si ma vanité s'était portée sur la connaissance de la musique, tu m'aurais été d'un grand secours, mais les choses étant ce qu'elles sont, vraiment j'aimerais mieux ne pas me mettre au piano devant des gens qui sont probablement accoutumés à entendre les tout meilleurs interprètes. Toutefois, comme mademoiselle Lucas insistait, elle ajouta « Très bien, s'il n'y a pas moyen de faire autrement. » Puis avec un coup d'œil plein de gravité en direction de M. Darcy. Il existe un bon vieil adage que bien sûr chacun connaît et qui dit « Il faut garder son souffle pour faire refroidir son porridge. Je garderai le mien pour donner du volume à ma chanson. » Son exécution fut plaisante, sans jamais atteindre les sommets. Après un air ou deux, et avant qu'elle eût pu répondre à plusieurs personnes qui la pressaient de continuer, sa sœur Marie se hâta de lui succéder au piano. Elle avait consenti de grands efforts, du fait qu'elle était la seule de la famille à ne pas avoir de beauté, pour s'instruire et acquérir des talents de société dont elle se montrait toujours impatiente de faire étalage. Marie n'avait en partage ni bon goût ni disposition naturelle, et si la vanité l'avait rendue studieuse, elle lui avait aussi donné un air affecté et prétentieux, qui aurait nui à des capacités plus éminentes que celles auxquelles elle avait atteint. Elisabeth, qui ne faisait pas d'embarras, avait été écoutée avec beaucoup plus de plaisir, bien que beaucoup moins bonne pianiste.
Au terme d'un long concerto, Marie fut heureuse de s'attirer l'éloge et gratitude en jouant de petites mélodies écossaises et irlandaises à la requête de ses jeunes sœurs, qui, avec quelques-uns des Lucas et 2 ou 3 officiers, firent vite à se mettre en danse à une extrémité de la salle. Près d'eux se tenait M. Darcy qui, sans rien dire, s'indignait d'une pareille manière de passer la soirée, ne permettant aucune conversation. Trop occupé de ses pensées, il s'aperçut que Sir William Lucas s'était approché de lui seulement en l'entendant lui adresser la parole. Quel merveilleux divertissement pour de jeunes gens, n'est-ce pas, monsieur Darcy? Rien ne vaut la danse, en fin de compte. Je la tiens pour l'un des plus grands raffinements des sociétés civilisées. Vous avez raison, monsieur, et elle a de surcroît l'avantage d'être en vogue également parmi les plus barbares. Tous les sauvages savent danser. Sir William se contenta de sourire. Votre ami est un merveilleux danseur, reprit-il après une pause, en voyant Bingley se joindre aux autres, et je ne doute pas que vous-même ne soyez passé maître en cet art. Vous m'avez vu à l'œuvre à Meryton, je crois, monsieur. Oui, c'est vrai, et le spectacle n'a pas été sans me procurer un grand plaisir. Dansez-vous souvent à St. James? Jamais, monsieur. Ne croyez-vous pas que ce serait un juste hommage à rendre à la grandeur de ce lieu? C'est un hommage que je ne rends à aucun lieu, lorsque je puis m'en dispenser. Dois-je en conclure que vous avez à Londres un hôtel particulier? Monsieur Darcy s'inclina. J'ai songé autrefois moi-même à m'installer à Londres, car j'aime fréquenter les personnes du meilleur monde, mais je n'ai pas absolument sûr que l'air de la capitale convint à Lady Lucas. Il se tut dans l'espoir d'une réponse, mais son compagnon n'était pas disposé à lui en donner une. Comme Élisabeth à cet instant passait par là, Sir William eut alors envie de faire quelque chose de très galant et l'interpella. « Ma chère mademoiselle Elisa, pourquoi ne dansez-vous pas? Monsieur Darcy, permettez-moi de vous présenter avec cette jeune demoiselle une partenaire des plus désirables. Il vous sera impossible de vous dérober, j'en suis certain, en présence de tant de beauté. » Il lui prit la main et s'apprêtait à la mettre dans celle de monsieur Darcy, qui, bien qu'extrêmement surpris, n'était pas opposé à la prendre, quand la jeune fille eut un mouvement de recul et dit à Sir William, non sans manifester de l'émotion, « Je vous assure, monsieur, je n'ai pas la moindre intention de danser. Surtout, n'allez pas croire que je venais de ce côté pour mendier un cavalier. » Avec une politesse étudiée, monsieur Darcy sollicita l'honneur d'être ce cavalier-là, mais en vain. Élisabeth était déterminée, et Sir William n'ébranla nullement cette détermination en tentant de la persuader. « Vous dansez si bien, mademoiselle Elisa, qu'il est cruel de me refuser la joie de vous regarder évoluer, et bien que ce monsieur n'ait, de manière générale, pas de goût pour cet amusement, il ne verrait pas d'objection, j'en suis sûre, à nous obliger pour une demi-heure. » « Monsieur Darcy est très aimable, » repartit Élisabeth en souriant. « Il l'est à n'en point douter, ma chère mademoiselle Elisa. Considérant l'incitation qui lui est offerte, nous ne pouvons nous étonner de sa complaisance. Qui pourrait dire non à une telle partenaire? » Élisabeth se détourna avec un regard malicieux. Sa résistance ne lui avait fait aucun tort auprès du jeune homme, et il songeait à elle, non sans y trouver du charme, quand mademoiselle Bingley l'accosta. « Je puis deviner le sujet de votre rêverie. Cela me surprendrait. Vous vous dites qu'il serait insupportable de passer beaucoup de soirées de cette manière-là et dans une société pareille, et j'en suis tout à fait de votre avis. Jamais je n'ai été aussi dégoûtée. Tous ces gens insipides et cependant bruyants, qui ne sont rien et s'imaginent compter pour quelque chose, que ne donnerais-je pour vous entendre les égratigner? Vous vous trompez du tout au tout dans vos supputations, je vous assure. Mon esprit se livrait à des réflexions plus agréables. Je méditais sur le très grand plaisir que peuvent procurer deux beaux yeux dans la physionomie d'une jeune fille. Aussitôt mademoiselle Bingley scruta son visage et voulut savoir le nom de la personne qui avait le pouvoir d'inspirer de telles pensées. Monsieur Darcy répondit hardiment. « Mademoiselle Elizabeth Bennet. »« Mademoiselle Elizabeth Bennet, répéta mademoiselle Bingley. Vous me stupéfiez. Depuis combien de temps est-elle votre favorite? Et quand, s'il vous plaît, devrais-je vous adresser mes félicitations? » C'est exactement la question que j'attendais de votre part. L'imagination d'une femme est très prompte. Elle vole de l'admiration à l'amour et de l'amour au mariage en quelques secondes. Je savais que vous me féliciteriez. J'irai même plus loin.
Si vous prenez la chose aussi sérieusement, je vais devoir considérer l'affaire comme absolument réglée. Vous aurez une charmante belle-mère à n'en pas douter, et naturellement elle sera toujours près de vous à Pemberley. » Il l'écouta dans une indifférence totale, tant qu'elle choisit de s'amuser de cette façon, et comme cette sérénité l'assurait que rien n'était à craindre, elle donna